Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Prenez place pour le journal, nous sommes le mercredi 22 mai et les hommages à Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille, disparu lundi dernier à l'âge de 84 ans, continuent et vont continuer jusqu'à ses obsèques demain à la Major. Hier, c'était un hommage républicain qui a eu lieu à l'hôtel de ville de Marseille. Des élus de la majorité municipale actuelle ainsi que ceux qui ont siégé depuis 1995 étaient conviés. Je vous propose d'écouter les mots de Maurice Dinocera, ancien élu de Jean-Claude Gaudin, chargé des grands événements, et puis Sabine Bernasconi, conseillère municipale LR, au micro d'Adrien Etiamble. Bon, c'était pas important, c'était nécessaire, c'était quelque chose d'important pour moi parce que moi, qu'il est connu, qu'il est beaucoup côtoyé depuis les années 65. C'est le frère qui est parti. Gaudin était un homme extraordinaire. Un homme qui savait faire les choses, qui aimait les gens. Il aimait les gens. C'est quand on aime les gens, on ne peut faire que du bon travail. Jean-Claude Gaudin, il va rester vivant très longtemps dans le souvenir de Marseille. Il a marqué cette ville par des belles réalisations et je crois aussi qu'il a marqué cette ville de sa faconde tellement singulière et qui nous imprègne tous. Je trouve qu'il y a beaucoup d'élus politiques qui prennent l'accent de Jean-Claude Gaudin, qui essaient de prendre les mimiques de Jean-Claude Gaudin, qui essaient de lui ressembler. C'est aussi de cet héritage-là qu'il a laissé dans le monde politique. L'heure est également au recueillement pour la population à Mazargues, quartier de cœur, vous le savez, et de résidence de Jean-Claude Gaudin. Une chapelle ardente a d'ailleurs été ouverte hier dans sa maison natale. L'occasion pour tous les Marseillais et les Marseillaises qui le souhaitaient de se recueillir devant sa dépouille, à l'image de Jacqueline, habitante du quartier, particulièrement émue. Regardez. Et ben là, je viens de voir son corps. Franchement, c'est bouleversant. Voilà. Comment vous vous sentez ? Très émue. Voilà. Je peux pas vous dire, je sais pas quoi vous dire. J'ai la gorge nouée, ça fait 3 jours, j'arrête pas de chialer. Tous les matins, je passais, je le voyais avec son chauffeur. Voilà. Et j'ai beaucoup de peine. Parce que je le voyais le matin, son chauffeur, il l'attendait. Et à chaque fois, je lui disais bonjour, monsieur Gaudin. Et il me disait, tous les matins, il me disait bonjour. Moi, je le connais pas, je suis pas la politique, rien du tout. Moi, je le connais parce que je passe à Mazargues et je le voyais, c'est tout. Des propos recueillis par Bérénice Vazac. Place à la veillée funéraire et à la cérémonie à la chapelle de Mazargues ce soir. C'est là que partira d'ailleurs le convoi demain pour les obsèques prévues à 15h à la cathédrale de la Major à Marseille. Cérémonie qui se fera en présence de nombreuses personnalités, dont Brigitte Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy ou encore le prince Albert. On suivra ça évidemment pour vous. Jean-Claude Gaudin, apprécié pour ses qualités humaines, mais au bilan politique parfois controversé à l'image du drame de la rue d'Aubagne. Depuis, pour cette rue marseillaise, l'objectif est à l'apaisement. Combler le vide devient une priorité. Le lieu de ressources qui viendra remplir la dent creuse a été présenté d'ailleurs par la ville, les architectes, les voisins et les familles. Tous se sont entendus pour un lieu où les Marseillais se retrouveront. Il sera composé d'espaces polyvalents pour plusieurs usages comme des ateliers, des spectacles ou des conférences, de la cuisine solidaire, un projet qui est très très attendu comme vous pouvez l'imaginer. Les précisions de Raphaël Cayat. Pour se recueillir, les familles devaient faire face au vide, le seul vestige restant étant un simple bout de mur. Linda attend l'inauguration avec impatience. Il s'agit de la cousine de shérif décédée à l'âge de 36 ans. Je sentais trop encore ce jour-là présent, cette lourdeur, ce trou. J'avais encore les images des tonnes de gravats qu'il y avait devant nous. Enfin voilà, c'était pas facile. On gardera, oui, ce souvenir pour ne pas oublier avec malheureusement ce petit bout de mur qui nous reste. Il est très cher à nos yeux, oui. Le chantier va démarrer au printemps 2025 et devrait se terminer à l'automne. Sophie Camard, maire de secteur et responsable du projet, tient à respecter les délais.
C'est toujours en haut de la pile ce dossier, donc le jour où le permis de construire sera déposé, j'espère qu'il ne traînera pas, le jour où il faudra choisir les entreprises, voilà. Vous avez vu à quel point on est bien accompagné maintenant avec la société publique d'intérêt national. Moi je me dis sans eux, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire tellement il y a de contraintes techniques. C'est quand même un pool d'experts qui a toujours tenu ses calendriers. Faire coïncider le 5 novembre 2025 avec une inauguration, ce serait bien. Donc on va tout faire pour. Mais l'essentiel c'est d'avoir franchi un cap collectif et puis que chacun se dise ça y est, on va remettre la vie ici. Les travaux, qui dureront donc plusieurs mois, auront une dimension pédagogique. Des temps d'écoute et d'échange sont déjà prévus avec les riverains. À Martigues, que se passe-t-il sur le chantier de démolition du quartier Notre-Dame-des-Marins ? Eh bien, hier, un élément de plusieurs mètres cubes en béton qui s'était détaché du bâtiment est tombé au sol. Les éclats ont touché des appartements occupés dans un bâtiment voisin. Grosse inquiétude des riverains. Les précisions d'Hervé Rico qui s'est rendu sur place pour nous ce matin. Une grue spécialisée grignote depuis plusieurs semaines ce bâtiment de près de 10 étages. Hier, une structure en béton très lourde de plusieurs mètres cubes s'est détachée et est venue s'écraser au sol à quelques mètres du bâtiment voisin qui est toujours habité. Angélique habite au rez-de-chaussée, elle nous raconte. Il faisait de ce côté en fait, il tapait de ce côté et c'est tombé de mon côté. Et qu'est-ce que vous avez vu arriver sur votre balcon ? Des gros caillasses comme ça, quoi. Donc, ouais. Ça fait longtemps que vous habitez à la ZUP ? 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis dans ce logement. Et vous y étiez très bien ? Oui, mais là je suis tout pour partir. Les riverains n'en peuvent plus. Ils nous disent leur agacement et leur inquiétude, toutes simples, toutes vraies. Rim habite dans un bâtiment qui est à moins de 10 mètres du chantier. Quand on voit comment ils démolissent et qu'il y a des pierres qui atterrissent dans nos jardinières, au bâtiment nous, on s'inquiète de voir toute la poussière, on a du mal à respirer. Franchement, c'est invivable en fait. Hier, les habitants ont obtenu l'arrêt de ce chantier et ont demandé des mesures de protection. Ce matin, une grue était en train d'installer, on va appeler ça un rideau de plusieurs dizaines de mètres carrés pour isoler le chantier du voisinage. Une palissade très haute, très lourde, très impressionnante, mais pas à la hauteur de l'inquiétude et de l'exaspération des riverains. Des images impressionnantes, vous l'avez vu, notamment partagées par la CGL, l'association de défense des locataires qu'on remercie. Un pas de plus dans la lutte contre la crise du logement. Le Sénat a approuvé à son tour le texte sur la niche fiscale Airbnb, texte qui abaisse de 30% à 30% le taux d'abattement sur les revenus des locations des meublés de tourisme. Cette proposition de loi transpartisane vise à mieux réguler ce marché. Le texte permet de redonner ainsi du pouvoir aux maires pour répondre partiellement à la crise du logement. L'actualité marquée également ce midi par l'hommage national en mémoire des 2 agents pénitentiaires morts dans l'attaque d'un fourgon blindé dans l'Eure. Hommage qui s'est déroulé à midi donc à Caen, sans Emmanuel Macron ni Gérald Darmanin, tous deux partis pour la Nouvelle-Calédonie. Une absence qui a dérangé, même si Gabriel Attal a représenté le gouvernement. Écoutez Amélie Cordier, syndiquée UFA à la prison de Luynes, au micro de Flavio Noriga. Ça montre encore une fois la considération qu'ils portent à la troisième force de l'État, ou en tout cas ce qu'ils disent être la troisième force de l'État. Nous avons encore une fois 2 agents qui ont été lâchement et froidement abattus pendant leur mission et pendant leur service. Les médias ont pu montrer un président de la République extrêmement atteint, un Premier ministre extrêmement atteint, c'est pareil pour le ministre de la Justice. Par contre, quand il s'agit de leur rendre hommage dignement et comme il se doit, ils partent. Alors, ne remettons pas en cause la nécessité de partir pour se rendre à Nouméa, c'est pas ça. On dit juste que par contre, en termes de planning et de calendrier, il aurait pu faire ça peut-être après la cérémonie d'hommage à nos collègues qui sont morts pour la France. Il y a aujourd'hui une cérémonie d'hommage dans tous les établissements en France. L'objectif, c'est de, encore une fois, rendre hommage à nos collègues décédés, puisque visiblement, le chef de l'État n'est pas capable de le faire correctement. Donc nous, on va le faire sur le terrain. Et on va le faire régulièrement sous forme de date anniversaire de deuil, en fait, pour ne pas les oublier et garder en tête que le combat n'est pas gagné.
Les blocages de prison sont donc suspendus jusqu'au 10 juin, date à laquelle Gérald Darmanin doit donner des précisions sur les propositions effectuées. Si elles ne sont pas satisfaisantes, il y aura de nouveaux blocages selon les syndicats. On vous emmène à présent à la découverte de l'handisport à partir d'un atelier autour du cyberharcèlement. Orange a organisé un grand événement sportif à Marseille au Stade Vélodrome récemment pour sensibiliser pas moins de 300 jeunes avec son projet Good Connection et son partenariat avec Paris 2024. L'opérateur a ainsi réuni 12 clubs de foot de la région le temps d'un après-midi de sensibilisation. Reportage signé Adrien Etiamble. Toucher les jeunes et leur donner les clés pour un monde digital plus sûr, voici une des volontés de l'opérateur Orange, car le cyberharcèlement touche de plus en plus d'enfants et parfois très tôt. Nicolas Drouillet, directeur d'Orange Grand Sud-Est. Le cyberharcèlement, ça concerne potentiellement, malheureusement, un grand nombre de jeunes. En tout cas, la vigilance vis-à-vis du monde numérique concerne tous les jeunes. Et pas que les jeunes d'ailleurs, ça peut concerner aussi les parents. mais c'est des sujets évidemment qui sont de plus en plus présents dans le quotidien. Pour cela, un atelier de sensibilisation ludique et sportif face au cyberharcèlement a été mis en place. Vincent le co-anime. Oui, le sport, c'est un très bon vecteur pour transmettre des idées claires. Il faut que ça soit percutant parce que c'est une situation qui devient très critique chez nous, je pense. Et on a besoin que les jeunes prennent conscience de ce phénomène qui prend une ampleur énorme. Une mise en situation ludique qui semble avoir été bénéfique. Là, on fait un jeu où il y a des harceleurs, des complices et des internautes. Et en gros, le but, c'est il y a des complices qui essayent de tirer sur les harceleurs. Et nous, notre but, c'est de rendre aux complices les balles pour qu'ils tirent dessus les harceleurs. Qu'est-ce que tu en retiens du coup là, de ce que tu as appris là ? Que le cyberharcèlement n'a pas sa place. À la fin de l'après-midi, les 300 jeunes ont pu répondre à un petit quiz pour valider les apprentissages de cette initiative. On poursuit ce journal à Istres. Ça fait maintenant 2 mois que le marché est un peu particulier. Oui, quelqu'un manque à l'appel. Il s'agit du théâtre de l'Olivier. L'emblématique bâtiment du centre-ville istréen avait entamé sa destruction, souvenez-vous, le 3 avril dernier. Il n'est maintenant qu'un tas de ruines. Si vous avez eu l'occasion de passer devant, le marché habituel du mardi matin, lui, est toujours là. Et pour certains clients, hier, il était difficile de ne pas être ému face à la disparition de ce pan de l'histoire de la ville. Je vous propose d'écouter les réactions de Joël Temple. Ça fait un petit coup au cœur parce que moi j'ai grandi ici, j'étais à l'école ici et du coup j'ai fait pas mal de spectacles ici, donc j'ai toujours connu. C'était une entité sur Istres, tout le monde l'a toujours connu, mais s'ils en refont un nouveau, pourquoi pas. Ça me fait de la peine parce que j'aimais beaucoup, moi j'ai toujours connu comme ça, comme il était depuis les années pouf. Et puis disons que je suis contente que ça va être reconstruit, mais je suis déçue qu'il soit moderne, qu'il soit trop moderne. Là on se croirait sur des ruines de... Je ne sais plus trop quoi, mais ça fait un petit pincement au cœur. Bon, après voilà, quoi, il faut évoluer, il faut vivre avec son temps, et voilà quoi. C'est la vie, de toute façon, c'est comme ça. Donc c'est bien parce qu'il va y en avoir un tout neuf qui sera certainement plus adapté pour les grands spectacles. Ça fait mal au cœur. C'est toute une vie qui part et bon, il va être remplacé, c'est sûr, mais bon. Bien sûr, ça fait un pincement au cœur, mais il faut bien rénover les bâtiments et voilà, il fallait le faire et puis voilà, ils l'ont fait, c'est bien. Des propos recueillis donc par Joël Temple et sachez qu'un nouveau théâtre doit sortir de terre d'ici à 2026. Il contiendra plusieurs salles de spectacle, une salle d'exposition et même un café dans une structure très futuriste, paraît-il. Un bâtiment pensé par l'architecte Jean-Christophe Villemotte, qui est notamment le créateur du stade, l'Alliance Riviera de Nice. Le coût prévisionnel de l'opération est estimé à 21 millions d'euros hors taxe. Istres toujours, qui a accueilli le festival Aéro BD au gymnase Le Podium le week-end dernier. Plus de 60 auteurs de BD y ont participé pendant 2 jours. 8e édition donc réussie avec plusieurs têtes d'affiche comme Jean-Luc Garera, l'auteur de Droit au but, ou encore le scénariste istréen Christophe Cazeneuve à qui l'on doit Les Sisters. Le public a pu déambuler au milieu des stands et puis glaner des bandes dessinées neuves, d'occasion, des livres, des patchs sur l'aviation ou encore des dessins et des jouets.
Autre événement à venir à Martigues, cette fois coup d'envoi demain du salon du camping-car, mais pas que, également salon du van et du fourgon aménagé. 4 jours pour faire de bonnes affaires, c'est ouvert entre 10h et 19h. Un salon donc qui va vous permettre de penser à la liberté en vue des vacances. Ça tombe bien avec toutes les nouveautés 2024, un stand haut de gamme et des véhicules d'occasion prêts à partir. En avant pour la 2e édition du FestiLive dont nous sommes de nouveau partenaires. On se souvient l'an passé au Parc Chano pour la foire de Marseille. La toute première édition de ce festival avait rencontré beaucoup de succès. Alors pour qui est-il dédié ? Eh bien, réponse au micro de Sergio avec Valérie Mendez, l'organisatrice de l'événement. C'est un concours dédié spécialement et uniquement aux auteurs, compositeurs, interprètes. Alors, ils interprètent non pas des reprises, leurs propres compos. Non, leurs propres compos, c'est justement basé sur ça, pour que ces artistes-là soient mis en lumière et fassent connaître leur univers et leurs compos. Nous, on est friands de tout en fait. C'est un panel musical. Oui. Qui ouvre des opportunités puisque cette année quand même le premier prix est offert par Golden Live qui offrira donc une grande scène et voilà quoi, donc nous on est open à tout quoi. Avis donc aux auteurs, compositeurs et interprètes, si vous souhaitez faire découvrir votre univers musical, vous avez jusqu'au 13 juillet pour vous inscrire sur le site foiredemarseille.com. On va préciser que le parrain de cette 2e édition du FestiLive est de nouveau Ahmed Mouissi, l'ancien ténor du groupe Powo et puis également interprète de Ramsès dans la comédie musicale à succès Les 10 Commandements. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, la bohème, évidemment, signé Charles Aznavour. Charles Aznavour qui aurait eu 100 ans aujourd'hui même. Ce 22 mai marque le centenaire de sa naissance. L'artiste a été disparu le 1er octobre 2018 à l'âge de 94 ans dans les Alpilles, tout près de chez nous à Mouriès. Plus de 6 ans après sa mort, eh bien les fans sont toujours au rendez-vous. Il y a de quoi les ravir avec la sortie pour l'occasion d'un coffret intégral qui retrace la carrière de l'artiste, 100 disques, 1800 chansons. Charles Aznavour, The Complete Work, qui regroupe donc ses œuvres les plus emblématiques. Des commémorations sont au programme ce soir et dans les semaines à venir, des cérémonies, des concerts, entre autres dans la capitale, et puis un timbre à son effigie. Voilà, reste à vous souhaiter une excellente soirée. Merci infiniment d'avoir suivi ce journal. Les prévisions météo de Paul Marquis. On se dit à demain, même heure, même endroit.